Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Du coup, je suis une autrice illustratrice, je fais aussi de la gravure parce que j'aime trop ça. De la sérigraphie, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et là, j'ai sorti une BD qui parle de l'immigration portugaise dans les années 70, qui s'appelle Borboleta. Donc je suis. Bonjour Madeleine Pereira. Ouais, bonjour. Et merci d'être avec nous effectivement pour cette bande dessinée sortie chez Sarbacane. Alors je vais la résumer même si c'est une bande dessinée difficilement résumable parce que c'est surtout des parcours et des histoires, mais à travers l'histoire d'une jeune fille d'origine portugaise qui est donc toi, dont le père, donc dont ton père oui, c'est ça, a toujours un peu caché d'où il venait, l'histoire de son pays, pourquoi finalement il a immigré en France. Voilà, c'est quelqu'un d'assez taiseux, d'assez timide, sauf que toi évidemment t'as envie de savoir d'où tu viens, t'as envie de connaître son histoire, et plutôt que de briser la carapace, de le forcer, et tu vas passer par la communauté entre guillemets portugaise, surtout par ses proches, par ses amis, qui va te présenter et avec qui tu vas discuter pour essayer de comprendre un peu l'histoire du pays. Il y a la BD qui s'ouvre avec cette phrase de ton papa qui dit, quand tu le questionnes, c'est compliqué. Oui. Est-ce que c'est ce mot-là, c'est compliqué, qui t'a donné envie d'aller plus loin, d'aller chercher encore plus d'infos, ou est-ce que déjà tu avais envie de faire cette bande dessinée? Ça fait peut-être 4... Parce qu'en fait, j'ai commencé les interviews des témoignages dans la BD en 2020. Mais avant ça, je me souviens que quand j'étais en études à Épinal, je lui avais envoyé un message en disant « Ouais, je suis en train de faire j'ai envie de faire un projet sur le Portugal, tu veux pas me raconter un bout de ta vie ?» Et ça, donc ça, c'est vrai. C'était faux, je voulais pas faire le projet à ce moment-là. Et il m'avait envoyé un email, je me rappelle, avec des trucs qu'il avait vécu, mais sans plus, je crois. Et ça, je l'ai gardé dans un coin dans mon ordi, et que je sais même pas où il est. Et du coup, je pense que j'ai fait la BD parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, à chaque fois, j'étais avec des Portugais ou des gens qui avaient des origines portugaises. Et en général, ils en savaient plus que moi. Enfin, moi, je me sentais pas assez portugaise comparée aux autres. Et du coup, le fait de faire de la BD, je me suis dit, je peux raconter des histoires par ce médium-là. Et du coup, je peux essayer de questionner mon père pour qu'il parle un peu plus. Ça n'a pas marché. Mais au moins, je l'ai fait. Et puis, je me dis, maintenant, je me sens un peu plus légitime peut-être de me sentir portugaise. Parce que c'est toujours compliqué, je trouve, la double nationalité. Enfin, quand je suis au Portugal, je me sens super française. Et quand je suis ici, j'ai un nom portugais. Du coup, c'est toujours un peu entre les deux, quoi. Et t'attaques dans les premières pages de la BD, il y a cette scène où tu vas chez ta grand-mère, qui était gardienne d'immeuble à Paris, et on te voit derrière les barreaux de sa loge, en train de regarder les pieds des gens. Oui. On est à la Tour Eiffel, donc c'est les beaux quartiers. Ouais. Et déjà, t'as cette envie un peu de percer le mystère, tu cherches à comprendre le prix des chaussures, et de percer le mystère de ces gens, et de savoir d'où ils viennent, de qui ils sont. Ouais. Après ça, le truc qu'on regardait à travers la fenêtre, ça c'est vrai. Après le prix des chaussures, en vrai, dans la BD, il y a quand même des parties il y a beaucoup de parties de fiction parce que je voulais pas. C'était plus simple aussi pour lier les bouts de BD, les bouts d'histoire, quoi. L'appart était assez sombre parce que il y avait un rez-de-chaussée, puis ensuite on descendait à la cave, et là il y avait la cuisine avec l'espèce de salon. Et après je me souviens qu'il y avait une cave super sombre, on avait trop peur d'y aller, et apparemment il y avait des fantômes, je sais pas trop quoi dedans. Mais du coup je me rappelle qu'on passait du temps à la fenêtre comme ça pour regarder les chaussures passer. Ouais. Et c'est un début de la clé de l'histoire, ta grand-mère qui a fui la dictature de Salazar à l'époque. C'est là aussi où tu comprends qu'il y a une histoire derrière l'histoire humaine, une histoire politique qui va se dérouler aussi sur cette histoire du Portugal, évidemment. Après comme je suis pas historienne, j'avais peur de raconter aussi un peu n'importe quoi. Du coup je me suis pas mal informée, mais je voulais vraiment pas faire une BD historique et plus raconter les histoires de famille, parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les gens, je pense, et comment ils vivent les choses et tout. Et ma grand-mère, elle est partie surtout à cause du mari violent, mais du coup ça s'ancre aussi dans le climat politique et social qu'il y avait à l'époque. Tu prends même des cours d'histoire portugaise quand t'es jeune, c'est-à-dire que t'as envie de comprendre d'où tu... Mais ça, en fait, ce qui est bizarre, c'est que en gros, en fait, depuis qu'on était petite, parce qu'en vrai j'ai 2 sœurs, j'en ai mis qu'une là dans la BD, l'autre c'était trop compliqué, la pauvre. Mais du coup, depuis qu'on était en maternelle ou en primaire, on avait toujours eu un prof de portugais, mais qui était dans l'école en fait. À chaque fois, ces écoles avec une section portugais. Donc je pense qu'il y avait pas mal de... En fait, je sais plus. Il y avait un peu de portugais, mais pas tant non plus. Et mais du coup, c'est bizarre. Enfin, c'est marrant que ce soit mon père qui ait un peu fait en sorte nous, on ait des écoles avec du portugais à l'intérieur, alors que lui, il transmet pas grand-chose non plus, à part la langue. Et c'est vrai que aussi, ça, j'ai remarqué, il y a plein de Portugais qui sont arrivés en France, qui ont eu des enfants et qui n'ont pas forcément parlé portugais à leurs enfants pour un peu couper, ou alors pour qu'ils s'intègrent mieux en France. Et lui, justement, il nous a parlé portugais, alors que ma tante, elle a pas parlé portugais à ses enfants, par exemple. Donc, je sais pas, c'est une manière de transmettre un bout, ouais.
Tu découvres notamment la légende des trois fleuves. Oui, Tu nous la ça racontes. c'était à l'école, c'était au collège. C'est notre prof de portugais qui nous avait raconté ça, où du coup c'est 3 fleuves, parce qu'au Portugal il y a 3 grands fleuves, il y a le Tejo, le Guadiana et le Douro. Et du coup c'est l'histoire de 3 fleuves qui vont faire la course en fait pour arriver jusqu'à la mer. Ils parlent aux nuages en fait en demandant où est-ce qu'ils vont et tout machin. Et après en fait chaque fleuve se réveille un peu plus tard que l'autre. Et du coup, ils sont là, faut qu'on se dépêche pour arriver avant l'autre et tout machin. Et du coup, ils foncent. Et après, ils arrivent tous dans l'Atlantique, quoi. Et du coup, ça, je l'ai illustré en fait en gravure, en aquatinte, parce que pour moi, c'est un médium qui est super important et que j'en fais depuis plusieurs années. Mais j'ai pas le temps en fait de le développer. Et là, je me suis dit, j'ai trop envie d'en mettre dans la BD parce que ça me tient vraiment à cœur. Donc je l'ai fait. Après, bon, en fait, je l'ai tiré moi-même chez moi avec ma presse, mais c'était pas ouf. Faudrait que je le retire parce que je les ai préparés au book à l'atelier d'Audrey Potra. Après, c'est un peu cliché en mode c'est une gravure, du coup, il faut mettre avec une légende. Mais bon, je me dis au moins ça collait bien à ce moment-là et ça passe. C'est aussi pour montrer ce qui se passait au collège avec les relations qu'on avait avec les autres. Parce que c'était marrant. Enfin, ouais, le collège, c'est chelou, quoi. Alors, c'est chelou le collège, mais justement, quand j'ai reçu la bande dessinée, que Pili, la directrice de la maison des auteurs, m'a dit ça parle de l'histoire portugaise, je me suis dit j'espère qu'on va pas être dans une bande dessinée sur les clichés autour des Portugais. Ouais. Finalement, tu les abordes sous l'angle des moqueries, effectivement, Oui. au collège, avec les poils, machin, le mono-sourcil, classique, on a la même problématique tous les deux. Ouais. Mais très vite, t'en sors de ça. C'est-à-dire que c'était quand même important pour toi de le mettre, mais sans non plus passer des pages et des pages à raconter ces clichés dont t'as pu souffrir. Ouais, et puis surtout, c'était pour... Enfin, en fait, je voulais donner une autre image peut-être qu'on avait, nous, des Portugais. Enfin, nous, les gens en général qui ont des clichés sur les Portugais, je voulais un peu raconter autre chose pour montrer aussi tout ce qu'ils ont pu vivre, en tout cas la génération de mes parents et même la génération d'avant. Parce qu'à chaque fois, c'est genre des moqueries en mode c'est trop drôle et tout. Mais en fait, il y a toute une histoire qui est assez compliquée derrière et personne n'est au courant. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire la BD. C'était un peu pour déjà sensibiliser les autres, mais aussi moi, parce que j'y connaissais rien en fait. Enfin, quand j'ai fait les interviews, vraiment, j'étais là genre, mais je comprends pas, genre, de quoi ils parlent et tout. Enfin, c'était un peu la honte, quoi. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible d'en connaître si peu alors que mon père, il est 100% portugais. Enfin, je veux dire. Et puis en plus, on y va pendant les vacances. Enfin, donc c'était important, ouais, pour moi. Enfin, justement, les interviews, c'est parce que ce qu'on disait au début, la grande partie de la BD est construite sous forme de récits, de destin. Alors, on va pas tous les faire, parce qu'évidemment, il faut donner envie aux gens de la lire, mais j'ai noté notamment l'un des premiers, qui est celui de Guida, dont le père a émigré 3 ans avant le reste de la famille. Bah, du coup, c'est Guida, parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai changé les noms, mais à la fin, du coup, dans ma tête, c'est encore les vrais noms des gens. Et elle était petite, elle était au Portugal, dans une famille un peu, on va dire, classe sociale normale. Ils avaient une ferme, il me semble. Du coup, avec toute sa famille, c'était joyeux et tout machin. Le père, il est parti en France parce que il était contre la dictature. Donc, il est parti à Salto, donc c'est clandestinement, par les montagnes et tout, à pied, tout ça. Mais ça, c'est arrivé à plein de personnes où, en fait, les parents, ils partent avant pour préparer le terrain, entre guillemets, puis ensuite, ils ramènent les enfants. Et elle racontait... En fait, c'est marrant parce que quand je lui ai parlé... Donc, à chaque fois, c'était au téléphone. En fait, je les ai jamais rencontrés. Hein. Parce que c'était pendant le confinement. Et elle était super guirette au téléphone, elle rigolait, était là, Et donc elle racontait que donc ses parents, ils étaient pêcheurs, ils ramenaient du poisson pour après les vendre sur les marchés. Et elle devait se lever super tôt le matin, prendre son âne, prendre les poissons, aller les vendre sur le marché. Ensuite, elle se changeait vite, elle rentrait chez elle, elle prenait une douche, elle s'habillait, elle allait à l'école. Là, fallait chanter l'hymne portugais, je crois, peut-être un autre truc, je sais plus, mais en tout cas, c'était Salazar, le grand seigneur. Et ensuite, elle allait à l'école, elle avait les cours et tout machin. Et après, donc son père est parti. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que donc il y a des trucs que j'ai rajoutés à chaque fois dans les témoignages parce que je voulais parler à chaque fois d'un point précis de la dictature sous forme de 5 témoignages. Et donc je parlais surtout des indicateurs de la police politique, donc la PIDE au Portugal. Et en fait, apparemment, ils avaient vraiment plein d'indicateurs qui se cachaient un peu partout. Tout le monde ses pieds, se regarder. Ouais, c'est ça. Et du coup, elle disait qu'il y en avait plein qui parlaient avec la main devant la bouche. Sinon, tu pouvais partir en prison, se faire torturer, tout ça, parce que tu te faisais attraper, quoi. Mais après, voilà, il y a plein de connaissances que j'ai appris pendant que je construisais la BD. Et il y en a plein aussi maintenant que j'ai oublié. Du coup, parce que ma mémoire, elle est vraiment pourrie. Et du coup, je suis là, genre, il faut pas que j'oublie certains trucs, c'est super important. J'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Pour, par exemple, dessiner les intérieurs de maison, tous les espaces. Parce qu'en fait, ce premier témoignage, c'est le tout premier que j'ai fait, en fait. Et après, je me suis rendu compte, en faisant les autres, que je m'étais pas assez inspirée visuellement. Et du coup, je trouve qu'il est moins fort visuellement parce qu'il y a plein de trucs que j'ai dessinés, que j'ai un peu inventés. Et les autres témoignages, j'ai vraiment essayé de trouver des photos ou des vidéos, des archives de la télé portugaise, ou alors des séries portugaises qui se passaient dans les années 70, pour récupérer des intérieurs de maison, des choses comme ça, quoi. C'est vrai que j'ai fait un gros boulot de recherche.
Oui, pour être crédible aussi. Ouais, mais déjà, j'avais trop peur de foutre un téléphone portable en 1970. Je me suis dit, non, si je fais ça, c'est vraiment la honte. Et alors, tu parlais de Salazar que tu évoquais de façon très courte, mais il y a cette scène au musée de l'immigration où tu te questionnes en disant mais comment ça se fait que, et c'est vrai d'ailleurs qu'en Europe, en France notamment, on enseigne beaucoup Mussolini, Hitler, etc. Assez peu Salazar. Mais même pas du tout. Hein. Enfin, moi, j'avais jamais entendu son nom. Je pense qu'on en a parlé en cours de portugais au collège, parce qu'on parlait de la révolution des œillets. Mais sinon... Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas l'histoire. Et surtout, et même ce musée-là, du coup, le musée Odo Aljub à Lisbonne, il y en a plein qui le connaissent pas. Et genre, par exemple, ma tante, donc elle a lu la BD là. Donc ma tante, c'est le dernier témoignage en fait qui raconte l'histoire de la famille. Et elle m'a dit ah mais je connaissais pas ce musée et tout. Du coup, je vais y aller quand je vais au Portugal. J'étais genre ok, enfin ouais. Mais du coup, c'est marrant. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de Portugais aussi qui veulent peut-être oublier ou alors ne plus y penser. Je sais pas. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, si je tombe dans les clichés, le Portugal, c'est Cristiano Ronaldo, le Pastéis Zenata à Lisbonne, et c'est tout. L'histoire portugaise en France. Et la morue, bien sûr. L'histoire portugaise en France est très très peu enseignée. Et c'est le cas aussi au Portugal. L'histoire dans le pays est peu enseignée ou... Ça, je sais pas. Mais du coup, l'avantage, c'est que ma grande sœur, elle est prof de portugais au collège. Donc elle m'a filé pas mal de documentation aussi. Et je me dis, je pense qu'elle axe un peu plus sur l'histoire du Portugal pour ses élèves, quoi. Mais après, bon, quand t'es au collège, t'es petit, peut-être tu t'en rappelles pas. Peut-être que nous, on a eu plein de cours, mais je m'en rappelle pas parce que j'étais à côté de la plaque. Hein. On se rappelle de plein de cours, l'histoire de l'Italie, l'histoire de, tu vois. Ouais, mais même l'Italie, je crois, on n'a pas eu grand-chose. Ah, je sais pas. Ou alors Rome, tout ça. Ouais. T'écris, j'aime beaucoup aimer cette phrase, enfin beaucoup aimé, je voudrais que tu nous en parles. J'ai toujours l'impression que les vieux Portugais sont tristes et heureux en même temps. Ouais, c'est trop bizarre. Ça veut dire quoi? Mais je sais pas, en fait, quand je vais au Portugal, il y a toujours plein de vieux qui sont assis sur des bancs, qui discutent et tout. Et à chaque fois, ça m'émeut de les voir. Et c'est comme ma grande-tante Tia Manuel. Je sais pas, en fait, je sais pas l'expliquer. Il y a un côté où t'as envie de pleurer en les voyant parce qu'ils sont trop mignons. Enfin, ils sont trop mignons. Ils ont l'air tristes. Je sais pas. En fait, je sais pas l'expliquer. C'est trop bizarre. Mais c'est émouvant à chaque fois. Deuxième histoire que j'ai prise un peu au hasard, mais c'est l'histoire de Joao, qui lui a fui le Portugal pour fuir l'armée et pour ne pas être enrôlé pour partir faire la guerre en Angola. Comment tu l'as rencontré et quand il t'a raconté ça Du coup, pareil, donc c'était au téléphone, donc pendant le confinement. Mais donc, en fait, toutes les interviews, je les ai fait presque à 3 jours d'intervalle. Donc, j'étais un peu baignée dedans et j'étais genre, oh, mon Dieu, il y a trop d'infos, je sais pas quoi on va faire. Et après, j'ai tout retranscrit. Et du coup, lui, il raconte que, donc, c'est le plus, en fait, dans les témoignages que j'ai recueillis, c'est toujours des personnes qui ont entre, je crois, 10 ou 8 et 18 ans. Et en fait, je me suis dit, il faut que je me concentre sur les enfants qui sont partis en France, parce que sinon, il y avait trop de choses à raconter, je pouvais pas m'étaler. Et donc lui, c'est le plus vieux. Et en fait, au Portugal, je crois que la guerre dans les colonies, elle a commencé vers les années 1962. Donc c'était Angola, Mozambique, Guinée-Bissau. Et donc les jeunes hommes, ils n'avaient pas le droit d'avoir de passeport à partir de 18 ans parce qu'ils devaient faire 2 ans, il me semble, de service militaire. Et après, ils partaient 2 ans dans les colonies pour servir l'État. Et du coup, ce José, ça c'est son vrai prénom. Non, João, du coup, qui est dans la BD. Lui, il raconte qu'il fait partie d'une famille qui est assez riche à Lisbonne. Et ses parents, ils avaient des contacts avec le ministère, etc. Et du coup, il a réussi, par le biais de sa mère, à avoir un passeport pour pouvoir partir en France pour, entre guillemets, visiter la Tour Eiffel. Donc, juste avant, en fait, le début du service militaire. Et ensuite, il reviendrait. Sauf qu'au final, il est parti en France. Et il raconte aussi que quand il est arrivé en car, à la frontière, donc il y avait contrôle des passeports. Et lui, c'était le seul jeune dans le car. Et tous les autres étaient là, mais... Tout le monde le regardait super bizarrement en mode il a un faux passeport, lui c'est sûr et tout. Donc je crois que le car il s'est arrêté genre 2 heures pour pouvoir vérifier parce qu'apparemment la police a appelé je sais pas qui pour vérifier ce passeport-là qui était vrai. Et ensuite ils sont passés et tout le monde était là mais c'est impossible. Un jeune de 18 ans qui a un passeport et qui arrive en France. Et après il raconte qu'il est jamais revenu. Et je crois qu'il est revenu après la Révolution pour essayer de se revenir au Portugal et s'installer sauf qu'en fait il n'y avait pas de travail. C'était trop compliqué du coup il est retourné en France. Tu parles de franchissement de frontières, mais il y a l'histoire de Nuno qui a fui avec sa mère et ses frères et sœurs. Là, on est vraiment dans ces histoires de migration, même qu'on connaît aujourd'hui. On traverse de nuit dans des montagnes. Enfin, j'allais dire au pied de la France, il se passait ça quand même. Oui, et puis je me dis, c'est des sujets qui sont universels. Enfin, je veux dire, ça arrive tout le temps. Enfin, on connaît toujours quelqu'un qui est arrivé en France il y a pas longtemps, ou alors il y a je sais pas combien d'années. Enfin, c'est actuel, quoi. Et lui, je m'en rappelle très bien au téléphone, c'était super émouvant parce qu'il me parlait de son père, du coup, qui était arrivé plusieurs années avant lui. Et que, enfin, tu sais, c'était le truc...
il a économisé beaucoup d'argent pour ensuite acheter une propriété, pour que nous on aille dans cette propriété-là au Portugal. Ensuite, il nous a fait venir. Enfin, il y a tout un côté super émouvant parce que je pense qu'il le connaissait pas tant, vu que ça faisait peut-être 10 ans qu'il était déjà en France. Et lui, il était petit à l'époque en plus. Je sais plus quel âge il avait, peut-être 8 ans. Ouais, avec ses frères et sœurs, la nuit. Tu disais tout à l'heure, c'est finalement ta tante qui va, on va pas raconter, parce que c'est aussi l'intérêt de la bande dessinée, mais qui va te raconter un peu l'histoire familiale, ton histoire familiale. Qu'est-ce que t'en retiens, toi, in fine, de ce grand parcours dans l'histoire du Portugal, de ses destins, de ta propre histoire familiale? Bah, déjà, je comprends mieux que mon père il veuille pas parler, parce que l'histoire de la famille, elle est assez compliquée. Et le témoignage de ma tante, du coup, je voulais axer sur la condition des femmes pendant la dictature. Et à cette époque-là aussi, et du coup, qui est assez compliquée, où les femmes, elles avaient le droit de rien faire, elles appartenaient à leur père et ensuite à leur mari. Et du coup, je sais pas, je pense que leur histoire, elle résume peut-être assez bien aussi plein d'autres histoires. En fait, j'ai l'impression que chaque histoire de chaque personnage raconte assez bien tout ce que tout le monde aurait pu vivre, même si je pense qu'il y a plein d'autres histoires qui vont pas se croiser, mais n'empêche que il y a plein de choses qu'on retrouve dans d'autres histoires familiales. Et le fait que la fille, elle soit tout le temps devoir faire des courses, faire à manger, s'occuper de la maison. La mère, du coup, donc ma grand-mère, elle avait je sais pas combien de travail en même temps parce qu'il fallait ramener des sous pour nourrir tout le monde. Et mon père, il lisait des BD, il lisait des magazines assis à la maison. Il allait à l'école, il rentrait, il mettait ses chaussures sous l'armoire, quoi. Et puis après, il allait dans sa chambre. Et ma tante, elle s'occupait de tout. Et en plus, elle s'occupait de la petite sœur. Donc, et puis, je sais pas, je me suis dit, bon, bah. Ouais, enfin, je comprends pourquoi maintenant, dans la classe. Parce que ce que je raconte aussi, c'est que mon père, il a pas la même classe sociale que ma tante. Et du coup, en fait, c'est dû à l'éducation qu'ils ont eue, où ma tante, elle a dû toujours s'occuper de tout et elle a pas pu faire des études ou quoi, parce que mon père, il prenait toute la place. Moi, j'espère juste que les potes de mon père qui vont lire la BD, parce que j'ai l'impression que le portrait que j'en fais est pas terrible, mais plus dans le sens où, du coup, il veut rien raconter, il espère tes œufs, Voilà, et du coup, je me dis, bah, peut-être que du coup, tous ces potes qui comprennent pas trop pourquoi il est comme ça, peut-être on comprend un peu mieux, quoi. Genre, ils ont vécu des choses pas faciles, et du coup, il en parle pas. Pourquoi ce titre? Ouais, bon, ça Papillon. c'est... ouais, papillon. Mais du coup, il y a vraiment une histoire. Donc, borbolette, ça veut dire papillon en portugais. Et là, j'avais fait une scène dans la BD où je racontais qu'on était allé au Stade de France avec mon père, parce que lui, il est fan de foot, comme pas mal de Portugais. Et c'était l'Euro 2016, donc c'était France-Portugal. Et du coup, il y avait peut-être, je sais pas moi, 9/10 du terrain qui était supporter français et un tout petit bout pour les Portugais. Et nous, on était dans le côté portugais. Et à un moment, il y a Cristiano Ronaldo qui se blesse. Je crois, il tombe, je sais plus quoi. Et en fait, il y avait plein de papillons de nuit, c'était la nuit. Il y avait plein de papillons de nuit qui se collaient sur sa tête. Et là, c'était la fin du monde. Tout le monde était là, genre, tous les Portugais étaient là, genre, non, on va perdre et tout. Tout le monde pleurait. Nous, on pleurait aussi, hein, je me rappelle. Et après, il y a un vieux Portugais qui me tape l'épaule et qui fait, non, mais tu verras, les papillons, ça porte bonheur. Et après, le Portugal, il a gagné l'Euro 2016. Et du coup, en fait, j'avais donc mis cette scène dans la BD. Au final, j'ai enlevé parce que fallait dessiner un stade de foot et des supporters et ça m'a saoulé de faire plein de petites têtes comme ça. Donc, il y a Mais plus de t'as lien, pas en changé fait. le titre. Non. À quel moment tu décides aussi de te mettre en scène dans cette démarche d'enquête, un peu comme, je sais pas, Mathieu Sapin, Guy Delisle, te dire, voilà, c'est moi qui vais mener mon enquête et on va me voir la mener. Ouais, bah, je pense que c'est en arrivant à la maison des auteurs parce qu'en fait, j'ai commencé la BD, donc à part les témoignages, j'ai commencé le storyboard de la BD en 2020 pendant une résidence aux Indes-Grenadines à Épinal. Et du coup, j'avais fait plein de petits storyboards de chaque témoignage. Donc j'avais 5 petits storyboards, mais il n'y avait pas de lien entre eux. Et je m'étais dit, bon, on verra plus tard. Sauf qu'en fait, après, je suis arrivée à la maison des auteurs. Donc là, j'avais vraiment du temps pour bosser, de l'argent et tout. Et après, j'ai eu le contrat avec Sarbacane. Et là, ils m'ont dit, non, mais il faut vraiment que tu fasses un storyboard fini. Et après, tu commences les planches. Et du coup, j'étais là, genre, bon, bah, il faut que je lis les scènes. Et je me suis dit, bah, le meilleur moyen, en fait, c'est de me mettre en scène moi, sachant que je parle aussi de mon rapport à la double nationalité et à mes origines et à mon père. Et du coup, c'est logique que je me mette dedans. Mais à la base, je voulais pas le faire parce que je n'avais pas envie de me dessiner et tout. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est le plus simple. Et du coup, ouais, c'est à partir de ce moment-là. Il l'a lu, ton père? Ouais, mais je lui ai dit, il a lu le PDF quand j'avais fini. Là, je sais pas s'il l'a lu en papier. Et du coup, je suis arrivée chez lui, je me rappelle, pour manger. Et je lui ai dit, alors, papa, t'as lu la BD? Ouais, c'est bien. C'est tout? Ouais, c'est bien, c'est bien. Du coup, j'étais genre, bon, ok, super. Donc, ça n'a rien changé. Donc, papa, si t'écoutes ça. Enfin, ouais, non. Après, je me dis, bah, s'il en parle autour de lui, c'est que ça va, je pense. Donc, ouais. Mais je m'y attendais. Tu parlais tout à l'heure de l'aquatinte. Oui. Si on revient, tu travailles il y a une photo sur
le blog d'Alain François, de ton atelier, qui est un joli bordel avec plein de stylos, de crayons, de feutres, etc. Parce que tu travailles en traditionnel. Oui. Et pourtant, quand on regarde sur ton... Je crois que c'était un... Je sais plus comment on appelait ça, mais... les blogs de l'époque, quand on regarde, tu t'essayais à la vidéo. Tu as des exemples où tu essayais de faire des petits montages vidéo. Qu'est-ce que tu as trouvé? Aujourd'hui, tu n'as plus du tout envie de travailler en numérique? Si. Bah, en fait, là, je suis en train de faire la couleur d'une BD de Léandre Béranger-Touin chez Dargaud. Et donc, je dois faire la couleur en numérique. Mais en fait, le problème, c'est que ça me fait mal au dos et au cou. Mais sinon, ça va, j'aime bien. Et après, la vidéo, je faisais du cinéma. En fait, à un moment, je voulais faire du cinéma d'animation. Je me souviens quand j'étais en 3e année, il fallait que je tente un master et j'avais tenté les masters animation mais j'ai pas été prise et heureusement parce qu'en fait je pense que ça aurait pas été pour moi parce que c'est trop long. Déjà la BD c'est long mais l'anime c'est encore pire. Et bosser sur l'ordi, en fait je sais pas, j'aime trop quand il fait beau, j'ai trop du mal à rester dedans. Du coup je me dis si je dois bosser sur l'ordi c'est foutu parce qu'il fait beau pendant au moins 4 mois, même plus. Et ouais, mais après j'aime toujours, genre j'ai toujours envie de faire des petites animations, des trucs comme ça, mais des trucs qui me prennent pas beaucoup de temps. Et le stop motion, c'était mon rêve à un moment. J'ai trop envie de faire du stop motion. Mais j'ai pas fait. Enfin, j'en ferai. Ça viendra peut-être. Ouais. Oui, je pense. Hein. Enfin, je me dis, j'aime tellement trop de trucs qu'il y a un temps pour tout, je pense. Et là, tu disais, tu fais la couleur d'un album. Après, tu as un autre projet d'album à toi ou... Bah, en fait, l'avantage de bosser sur un projet qui est pas le mien, parce que c'est quand même pas mon histoire ni mes dessins, ça me donne encore plus envie de faire mes trucs. Et après, j'ai 2 projets de BD dans la tête, mais c'est vraiment des idées dans mon cerveau. Donc, ah si, j'avais commencé des petits storyboards, mais ils sont super pourris. Mais à voir. En lien avec le Portugal ou plus du tout? Non, plus du tout. Mais cette page-là, elle est... Ouais, mais je me dis peut-être que les gens qui font de l'autobio ou je sais pas trop quoi, ils ont envie de faire autre chose. Parce que là, j'ai envie de faire soit de la fiction, mais complètement de la fiction. En même temps, ça me fait peur. Soit un truc encore autobiographique, mais encore plus autobiographique. Mais j'ai pas envie qu'on sache que c'est moi. Du coup... Ah, parce que là, je l'ai dit. Enfin bref, mais du coup, ouais, je sais pas trop. Bon, en attendant, on lit, comment tu le dis en portugais? Borboleta. Borboleta. Et en français? Borboleta. Borboleta, tout simplement. C'est édité chez Sarbacane et c'est signé Madeleine Pereira. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust, version BD. Je sais que tu as triché, tu l'as préparé. Non, donc si je te dis est-ce que tu es prête, tu me réponds oui. Oui. On y va. J'ai pas toutes les réponses, hein. La première BD que tu as lue? Bah pour de vrai, je pense que c'est Astérix Obélix, c'est classique, mais et je me rappelle aussi, je redessinais les arbres parce que je trouvais qu'ils dessinaient trop bien les arbres et du coup je copiais après avec mon stylo comme ça. Mais bon, peut-être que ça se voit pas maintenant, mais en tout cas ouais, Astérix Obélix, j'étais trop fan. Même là, je les relis parfois. Et on a des planches originales du Derzo dans l'Expo Croquet en ce moment. Ça m'a trouvé. Non mais pour de vrai, quand on allait dans les archives, enfin la réserve, il y avait une grande planche où Astérix Obélix ils s'engueulent là. Et là, ça m'a trop émue. Je me suis dit, oh non, ça grave. Mais j'avais trop honte. Enfin, trop honte, ça va, mais j'étais un peu gênée. Je me suis dit, mais pourquoi ça m'émeut? Mais parce qu'en fait, c'est les premières BD que j'ai lues, je pense. Et parce que c'est beau. Ah ouais, c'est trop beau. Je suis trop fan. Quelle est, selon toi, la meilleure BD de tous les temps? Bah, l'auteur de BD, je crois que j'aime le plus. Même si j'aime pas toutes les BD, mais vraiment, j'aime trop, c'est Nicolas Presle. Mais je sais pas si on dit Presle ou Prel. Et c'est Le Fils de l'Ours Père. Je crois que c'est sa première. Et je me rappelle, j'étais allée à la librairie, mais il y a longtemps. Et c'est l'époque où je choisissais les BD en fonction des dessins. Et en fait, je me suis rendu compte parfois que les histoires étaient pourries, du coup, j'étais bon. Et celle-là, donc je l'avais prise par hasard parce que j'avais trop aimé les dessins et j'avais trop aimé l'histoire. Enfin, vraiment, donc elle est défoncée chez moi dans la librairie parce que je l'ai prêtée à plein de gens, je l'ai lu plusieurs fois. Et même qu'une fois, je l'avais prêtée à ma mère pour qu'elle la lise. Elle l'a ouvert, elle m'a dit, mais il n'y a pas de texte. Je fais, mais si, il y a du texte. J'étais genre, mais non, il n'y a pas de texte. Et après, je me suis dit, oh, mais oui, il n'y a pas de texte. Et en fait, c'était tellement clair dans ma tête qu'il y avait du texte. Enfin, bref. La plus belle couverture de bande dessinée? C'est Portugal de Pedrosa. Ouais, mais en fait, je pense qu'il y en a plein, mais celle-là, j'étais trop fan de cette BD. Alors que quand elle est sortie, je l'avais pas lue parce que j'étais trop petite, je pense. Enfin, j'étais au collège ou je sais pas quoi. Et après, je l'avais relue parce que c'est mon père qui l'avait acheté vu qu'il est fan Portugal. Et après, je l'avais relue, j'étais là, oh, elle est trop bien. Donc ouais, je dirais ça. La plus belle case de bande dessinée? Bah ça, c'est trop dur. Mais du coup, là, en fait, il y a Oriane Lassus qui m'a prêté ses BD. Et elle m'a prêté Ça va derrière. Et elle est trop bien, cette BD. Et du coup, il y a une case, je sais plus exactement, mais il y a un passage où elle vomit. Et en fait, tout est beau. Enfin, la manière dont elle dessine, les plans et tout. Et aussi, il y a le truc de bulle. Enfin, genre, tout est trop pensé, trop bien pensé. Et c'est trop beau. Et je suis trop fan. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes, mais tu as honte de l'avouer? Les nombrils! Ouais, on a tout relu. Parce qu'en fait, j'ai un pote qui m'a dit « Waouh, j'ai relu Les Nombrils, c'est trop bien !» Et je me souviens que j'aimais trop quand j'étais petite. Et du coup, là, on a tout relu. Et c'est trop bien. Les Nombrils? Ouais. Très bien. Ton personnage de BD préféré? Bah, c'est Obélix, mais c'est un peu classique, je pense.
Mais je sais pas. En plus, une fois, je me suis déguisée en Obélix quand, à la Maison des Auteurs, on a fait une soirée BD. Genre, tout le monde devait se déguiser en personnage de BD. C'était vraiment pour aller vraiment super loin dans le délire. Et j'étais déguisée en Obélix. Et j'aime trop Obélix, ouais. Quand on voit ta carrure, il a fallu un grand déguisement. Ah, mais en plus, je l'ai cousu, hein. J'ai mis des coussins et tout, ouais. Ton personnage de BD détesté. À petit clin d'œil, j'ai mis Valsamis dans La recette véritable, qui n'est pas sortie du coup. C'est la BD de Léandre et Béranger où je fais la couleur. Et il est dégoûtant. Et il me dégoûte. Genre, à chaque fois, je dois colorier dessus. Oh. Ouais, il est détestable. Et elle sort quand cette BD ? En 2025, mais je sais pas trop quand. Début 2025. Donc pour connaître ton personnage, il faudra qu'on attende 2025. Ouais, après je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais comme ça, je sais pas. Ton super-héros préféré ? Bah c'est ça le problème, c'est que je connais pas trop de super-héros. Du coup, ma mère tout à l'heure, elle m'a dit « Mais dis Barba Papa !» Du coup, je dis Barba Papa, Barba Truc. Est-ce que c'est vraiment un super-héros ? Oui, pourquoi pas. Ouais, il a des super-pouvoirs, c'est vrai. En fait, c'est trop cool. Ils ont des pouvoirs trop stylés. Moi, j'aimerais trop voir ça. Ton super-héros détesté ? Ça, je sais pas. Je crois que tous les super-héros, ils me saoulent. Enfin, genre, c'est pas mon truc. J'arrive pas. Tu dessines dans le calme ou en musique ? En musique. Ou en podcast. Ou où je parle avec des gens. Enfin, sauf si je dois écrire, parce qu'après, j'écris la conversation, donc ça, c'est relou. Mais oui, j'aime bien quand il y a du bruit. Couleur ou noir et blanc ? Bah, j'aime bien la couleur, quand même. Même si là, j'ai envie de faire un truc en noir et blanc, mais la couleur, c'est trop beau. Non, la couleur, quand même. Ouais, mais le noir et blanc, c'est trop beau aussi. Elle a une place importante dans la bande dessinée, la couleur. Ouais. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément ? Bah, je peux en dire plusieurs ou pas ? Non, mais en tout cas, là, il y a Florence Gardel, du coup, qui était à la Maison des Auteurs, qui est toujours d'ailleurs, et qui va sortir une BD chez Gallimard. C'est Michel et Zonzon. Mais alors, je sais pas si le titre, c'est Michel et Zonzon. Et j'ai lu le storyboard parce qu'elle était dans mon atelier, et c'est trop, trop bien. Et je pense que... Enfin, pour moi, ça va faire blockbuster. Parce que c'est deux personnages qui... Enfin, ils sont complètement ouf. Et chacun, ils ont vraiment des personnalités super fortes. Et c'est vraiment hilarant, j'aime trop. J'en dis qu'une. Et elle sera là bientôt, Florence, à ce micro. Oui, bah du coup, ouais. Donc, ce sera l'occasion pour nos auditeurs et nos auditrices de la découvrir. Voilà, exactement. En attendant, on lit Borboleta. Ouais. Ça va, je l'ai à peu près bien dit. Ouais, c'est bien. Publié chez Sarbacane, signé Madeleine Pereira. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.